Bonjour et bienvenue dans cette présentation des Microsoft Cognitive Services avec les Xamarin Forms. Il s'agit d'un enregistrement de la conférence donnée pour la création du Microsoft User Group de Nantes en février 2017. Qu'est-ce que les Microsoft Cognitive Services? D'abord, c'est un ensemble d'API de type REST, donc très facile à utiliser, très simple, puisque ça peut être utilisé à partir de n'importe quel outil supportant les HTTP requests. C'est flexible, puisque le système d'API REST est quelque chose qui est accessible à peu près à tous les langages et toutes les plateformes, et qu'en plus on dispose d'une très large gamme d'API pour l'ensemble des besoins qui peuvent tourner autour de ces nouvelles intelligences mises à disposition par Microsoft. Enfin, c'est un système qui est quand même éprouvé, puisque ça a été conçu par des experts de chez Microsoft, et il y a quelques sociétés au monde qui ont la surface suffisante pour être capables d'engager des spécialistes d'IA pour travailler sur des systèmes de cette ampleur. Bien évidemment, on retrouve toutes les facilités qu'on a avec les produits Microsoft, surtout depuis qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits avec l'ouverture à l'open source, etc. Donc on a une documentation qui est très bien faite, les API elles-mêmes ont été très bien faites de telle façon à ce qu'il y ait très peu de travail à faire côté développeur. On va découvrir tout cela ensemble. Mais d'abord, les Microsoft Cognitive Services, je dirais que c'est une petite touche d'humanité dans nos applications. Alors, d'humanité, c'est beaucoup dire. Humanité, on pourrait penser humanisme, mais on n'en est pas encore là au niveau des IA. Mais l'humanité, une touche de quelque chose de vivant, en tout cas. Ces API, elles se scindent en 5 grands domaines. Vision, qui permet de comprendre des images, des vidéos. Speech, qui permet de comprendre les utilisateurs et de leur parler, de filtrer les bruits, de les écouter, d'analyser leurs intentions. Language, qui est un traitement du langage naturel. Knowledge, qui, comme son nom l'indique, permet de puiser dans des bases de connaissances venant du web, de Academia ou de vos propres données, et c'est là où c'est intéressant. Et Search, qui permet d'accéder à des milliards de pages web, d'images, de vidéos, etc., notamment par les API Bing. Mais vous allez voir qu'en fait, même pour ce qui est des API de type Bing, il y a une intelligence derrière, c'est pas juste du chercher remplacer ou de ce niveau-là, on est vraiment dans quelque chose d'intelligent. Mais c'est certainement la partie la moins bluffante, bien évidemment, puisqu'on y est déjà plus ou moins habitué par les outils qu'on utilise d'habitude. Vision, c'est quelque chose qui se sépare en plusieurs groupes d'API. La première, c'est Computer Vision API, qui sont toutes les informations utiles sur une image. C'est ce qu'on verra dans la démonstration de code qui va suivre. Face API, qui permet de détecter, identifier, analyser, organiser et taguer les visages dans les photos. On en verra un exemple aussi. Emotion API, qui permet de reconnaître des émotions sur les visages et donc d'adapter le comportement de l'application en fonction de ces émotions. On en verra aussi une démonstration. Et puis Vidéo API, qui permet d'analyser, de modifier et de traiter les vidéos dans vos applications, ce qui peut être assez puissant. Juste à prévoir que bien sûr toutes ces API sous-entendent qu'on transmette dans le cloud au serveur de Microsoft les éléments sur lesquels ils vont travailler, puisque bien évidemment les IA ne sont pas dans votre smartphone ou dans votre PC, elles sont chez Microsoft dans le cloud. Ce qui veut dire que transmettre une photo peut déjà prendre un peu de temps, des fois 1 seconde, 2 secondes selon la taille de la photo. Si on doit transmettre une vidéo de 1 giga, on s'imagine bien qu'il faut une belle bande passante pour pouvoir le faire. L'API Speech, elle se scinde en d'autres blocs, comme le Bing Speech API, qui permet de convertir du texte en paroles ou des paroles en texte. Et bien évidemment, c'est là où se trouve en partie la touche d'IA, ça permet de comprendre aussi les intentions qui ont été véhiculées par la personne dont on a enregistré la parole. Enfin, les Speaker Recognition API, qui permettent de reconnaître qui est en train de parler. Très intéressant aussi. Et le Custom Recognition Intelligence Service, qui fait de la reconnaissance vocale vraiment très fine, mais qui s'applique à tout le monde à peu près dans n'importe quelle condition. Donc on a vraiment quelque chose de très puissant qui se configure, etc., etc. La partie language,
elle se sépare en Bing Spell Check API, qui permet de détecter et corriger les fautes d'un texte au sein de vos applications, mais là encore, vous allez me dire, bah oui, mais où se trouve l'IA dans tout ça? Si, il ne s'agit pas de faire du chercher-remplacer, c'est pas parce qu'il manque une lettre à un mot, ça bien sûr, c'est de la recherche dans des dictionnaires, même des petits softs de traitement de texte il y a longtemps savaient déjà le faire. Non, la Bing Spell Check API, c'est une API un peu plus sophistiquée, qui comprend le contexte, donc il va pouvoir proposer par exemple une mise au pluriel qui a été oubliée, une conjugaison de verbes qui ne s'accorde pas avec le sujet. Bien évidemment, c'est comme la Google Traduction de même nature, hein, le Bing Spell Check API utilise, comme les services de Google, utilise bien sûr des IA qui font du deep learning derrière et qui comprennent de façon, on va dire, intuitive, même si c'est un peu fort comme mot, qui comprennent intuitivement le sens, même si pour l'instant on n'a pas d'IA capable de comprendre totalement un texte comme un être humain le ferait. Mais à force de deep learning sur des textes, etc., les IA arrivent à proposer des choses qui sont finalement d'assez bonne qualité, en tout cas équivalentes à ce que ferait un être humain, un traducteur ou un relecteur par exemple. L'API Web Language Model API, qui est un modèle de langage qu'on entraîne par le web, par deep learning, mais aussi sur vos données. Là encore, on voit bien que c'est la mise à disposition de ce qui est déjà utilisé parfois, par exemple dans Bing, mais c'est la mise à disposition sur vos données. Quand vous allez faire une recherche par Internet en utilisant Bing, Bing utilise les données d'Internet et répond à votre question. Là, il va s'agir de prendre l'intelligence, d'emprunter l'intelligence de Bing, et de pouvoir la faire porter sur vos applications et sur vos données. C'est bien sûr ça qui est novateur et qui est intéressant. Même dans cette partie Bing, qui n'est pas forcément, je le disais, la plus épatante. On le verra sur la vision, où on a des choses qui sont effectivement plus marquantes et qui semblent plus novatrices en tout cas. Mais on a beaucoup de puissance dans Language, puisqu'on retrouve encore un autre bloc qui est le Linguistic Analysis API, qui permet de parser et d'analyser un texte et un langage humain. C'est très fort, ça vous permet d'obtenir quel est le sujet, de quoi ça parle, les phrases, comment elles sont structurées. On verra que c'est quelque chose d'assez riche, même si je ne rentrerai pas bien sûr en détail dans toutes ces API, si ça serait impossible. Enfin, la Language Understanding Intelligence Service, qui permet d'apprendre à une application à reconnaître des commandes vocales. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec l'entraînement, vous pourrez accéder à des choses qui vous permettront de corriger les phrases qui n'ont pas été reconnues, de dire tiens, tel mot est reconnu et donne telle action dans mon logiciel, et l'IA va s'améliorer au fur et à mesure des besoins. La Text Analytics API, qui détection de phrases clés, donc dans un texte qui est capable de détecter où se trouvent les choses intéressantes, des sentiments qui sont véhiculés par un texte, du sujet qui est dans une phrase par exemple, ou d'un texte, et bien sûr de détecter dans quelle langue se trouve ce texte. Donc vous recevez un texte dans une langue en suédois par exemple, il va être capable de détecter les phrases clés, les sentiments véhiculés par ce texte, et il va vous dire que c'est en suédois. Comme on a d'autres API qui permettent d'utiliser de façon plus simple le traducteur, mais qui lui-même utilise du deep learning et une IA, hein, comme je disais, puisqu'il ne comprend pas, on n'a pas d'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont de type humaine, capable de comprendre totalement la sémantique et le contenu d'un texte. Par contre, en entraînant des réseaux de neurones et des IA par du deep learning, on finit par leur donner ce que j'appelais tout à l'heure une forme d'intuitivité qui leur permet de faire finalement des traductions qui ne sont pas de si mauvaise qualité que ça, en tout cas pas pire que certaines personnes pourraient le faire, même bien entraîner un langage. Du coup, quelqu'un vous donne un texte en suédois, vous êtes capable de savoir que c'est du suédois et pas de l'allemand, et vous êtes capable bien sûr de le transférer par exemple au traducteur pour l'obtenir une version en anglais et pouvoir travailler là-dessus, la retransformer en allemand pour afficher des textes à l'écran, etc., etc. Donc on a une grande souplesse, puisqu'il faut bien comprendre que toutes ces briques-là sont des briques qui sont disponibles les unes à côté des autres, et qu'on peut piocher dans n'importe quel ordre, dans l'une, dans l'autre, et se servir des sorties de l'une pour nourrir les entrées de l'autre. C'est là où ça devient, bien sûr, très intéressant. La catégorie Knowledge de ces API contient l'Academic Knowledge API, qui permet principalement de faire des explorations parmi des articles académiques, des journaux et des auteurs. On est plutôt dans un outil, par exemple pour des thésards, qui vont avoir besoin de regarder une bibliographie un peu complète, de faire des recherches croisées sur des textes, des connaissances, etc. On a la partie, je dirais, plus grand public, qui est la Knowledge Exploration Service, qui permet d'ajouter de la recherche interactive dans vos données structurées à vous, vos applications. Donc on va
va, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, transporter cette intelligence artificielle qui normalement est accessible quand on fait des recherches par Bing ou par autre chose, mais de l'amener au niveau de votre application avec vos données. Et c'est ce qui, bien sûr, va donner toute la nouveauté et toute la puissance à vos applications qui vont utiliser ces services d'intelligence artificielle. L'Entity Linking Service qui permet la connaissance contextuelle des personnes, des lieux, des événements, de faire du brassage de tout ça en même temps, c'est assez sophistiqué. Et la Recommendations API qui, elle, permet de faire des recommandations de produits à vos utilisateurs. C'est une fonction qui semble assez idiote quand vous allez sur un site web, la plupart du temps maintenant, pour essayer de vous en vendre le maximum. Quand vous avez choisi le stylo 4 couleurs, et bien quand vous l'ajoutez dans votre panier, on vous dit « Ah, mais 90% des gens qui ont acheté le stylo 4 couleurs ont aussi acheté ça et on vous propose de le rajouter dans votre panier avec immédiatement une petite remise de 5% ou un truc comme ça pour vous inciter à acheter un truc que vous n'auriez pas acheté. » Alors, bien évidemment, vous pouvez vous aussi utiliser ce genre d'astuce, et pour ça, eh bien, en fait, un moteur d'intelligence artificielle sera bien plus facile que si vous essayez de développer ça à la main. Microsoft, bien évidemment, a des moteurs de ce genre-là, c'est le Recommendations API, enfin le engine qui est derrière, et en l'entraînant avec vos données, avec les données de vos catalogues de produits, etc., en lui fournissant vos statistiques de vente, et l'ensemble de ces choses qui peuvent fluctuer d'un jour sur l'autre, bien évidemment, cette API va être capable de retourner des recommandations pointues, très ciblées, et vous savez qu'en matière de vente, un ciblage, même s'il est meilleur de 4 ou 5% par rapport à un autre, eh bien à la fin de l'année, ça peut chiffrer en milliers, en dizaines, en centaines, en millions d'euros de différence selon la taille de l'entreprise. Enfin, on a les activités plus standards de recherche, mais qui elles aussi sont basées sur des intelligences artificielles, comme le Bing Web Search API, qui permet de chercher partout sur le web et d'avoir des informations qu'on va pouvoir exploiter dans l'application. Le Bing Autosuggest API, qui est une API qui permet d'avoir des autosuggestions pour vos applications. Alors autosuggestion, c'est peut-être un anglicisme qui est pas très bon dans notre langue. On dirait plutôt une liste de suggestions automatiques, parce que l'autosuggestion, c'est un peu autre chose. Bing Image Search API, pareil, des recherches avancées sur des images à partir éventuellement de leurs métadonnées, de leur EXIF, etc., etc. Le Bing Video Search API qui, bien évidemment, est le pendant du Bing Image Search API, mais qui traite, vous l'avez compris, de vidéos. Enfin, le Bing News Search API qui lui permet de faire des recherches assez pointues dans les news. Et vous allez me dire à quoi ça peut servir, mais justement, c'est tout l'intérêt de cette conférence, c'est de vous faire voir toutes ces nouvelles choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, et bien évidemment, c'est de vous ouvrir l'esprit, non pas sur comment vous allez ajouter ça dans des applications existantes. C'est possible, bien évidemment, vous pouvez toujours ajouter un poète-poète ou une petite ampoule lumineuse qui clignote dans un coin, mais le plus intéressant dans tout ça, et ce que je vous demande quand vous allez écouter cette conférence, c'est plutôt de vous imaginer en fait toutes les choses nouvelles que vous allez pouvoir faire, toutes les applications totalement différentes que vous allez pouvoir faire, embrassant l'ensemble de ces API et un peu plus avec votre savoir-faire dans votre application tel que vous le connaissez dans votre domaine applicatif fonctionnel dans votre entreprise. Donc les Cognitive Services, si on essaye de récapituler un peu, c'est le service Vision avec le Computer Vision, les Emotion, Face, Vidéo. C'est le Speech avec le Customer Recognition API, la Speaker Recognition et le Speech API. Dans la partie Language, on a beaucoup de choses, le Bing Spell, le Linguistic Analysis, Language Understanding, le Text Analytic, la Web Language Model et le Translator, bien évidemment. Dans le Knowledge, on a Academic Knowledge, Entity Linking, Knowledge Exploration et Recommendation. Et enfin, dans le Search, on a le Bing Web Search, le Bing Image, le Bing Video Search, le Bing News Search et le Bing Auto Suggest, donc nous, on appellera plutôt suggestion automatique. Ces API, elles sont évolutives, donc il faut comprendre à peu près comment ça fonctionne quand on les utilise dans ces applications. Donc en 2 mots, elles ont un cycle de vie à peu près sur 1 an, partagé en 2. Donc par exemple, quand la version N est réalisée, forcément pendant 6 mois, la version N elle est supportée, elle est plébiscitée, etc. Et puis au bout de 6 mois va sortir la version N+1. Dans ce cas-là, la version N est bien encore supportée. Ce qui veut dire qu'on est reparti pour 6 mois avant que la VN+2 ne sorte. Donc
pendant toute l'année de la version N, qui suit la sortie de la version N, elle va être supportée. Et puis, au bout encore donc de 6 mois, donc ce qui fait 1 an après la sortie de la version N+2 est réalisée. La version N+1 est encore supportée, au même titre que la N était supportée au moment où la N+1 était réalisée, mais la version N, donc au bout d'1 an, devient obsolète. Ce qui veut dire qu'on peut encore l'utiliser, mais c'est plus vraiment conseillé. Et puis 2 mois après, la version N devient dépréciée, donc deprecated, ce qui veut dire que là, il est vraiment fortement déconseillé de s'en servir. Bien évidemment, elle reste supportée pour des raisons de compatibilité, et les programmes qui l'utilisent n'ont pas besoin d'être modifiés. Mais par contre, elle est deprecated, et il n'y a plus intérêt surtout à l'utiliser dans de nouvelles applications. Ce qui veut dire que quand une nouvelle API sort, on a à peu près un cycle de 14 mois, jusqu'à temps qu'il faille éventuellement s'adapter à la nouvelle version qui est en cours. Ce sont des API qui évoluent souvent et qui sont faites pour évoluer beaucoup, déjà depuis la sortie des premiers modules de ce qui s'appelait le projet Oxford chez Microsoft avant de s'appeler maintenant officiellement les Cognitive Services. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées qui n'étaient pas en place. Et il y en aura encore d'autres à venir dans les mois et les années à venir. Alors en fait, pour travailler avec ces API, en fait, la chose la plus simple à faire, c'est bien sûr d'obtenir une clé. On obtient une clé, comme dans la plupart des systèmes de développement de ce genre-là, en se rendant sur microsoft.com/cognitive, qui est un raccourci. Et là, vous allez pouvoir obtenir une clé pour le service qui vous intéresse. Aujourd'hui, il y a à peu près 13 clés, 13 services, 13 API différentes au moment où je parle. Donc vous pouvez demander une clé pour un seul, ou vous pouvez demander une clé pour les 13 services, et chaque service vous donne droit en plus à 2 clés. Alors, il s'agit de services gratuits, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir vous en servir, avec un certain nombre de limitations, mais avec des volumes relativement généreux pour l'instant, qui permettent bien évidemment de tester très généreusement ces API sans être gêné. Maintenant, pour une diffusion au sein d'une application, par exemple sur smartphone, avec des milliers d'utilisateurs, bien évidemment qu'il faudrait acheter les volumes de données à traiter, ou pour une entreprise qui ferait une application pour ses besoins internes, bien évidemment qu'il faudra certainement payer et ne pas se satisfaire de l'offre gratuite qui peut être quand même limitée dans ce genre d'application. On démarre en 3 étapes. Quand on arrive sur le site, on peut se signer avec un compte Microsoft. Alors je sais qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se signer avec un compte aussi Google, avec d'autres genres de comptes. Mais enfin, si on a un compte Microsoft, parce qu'on est en général un développeur Microsoft, donc on a un compte Microsoft, donc on signe avec ce compte Microsoft, on sélectionne les API qu'on souhaite utiliser, on demande la génération des clés, et puis il suffit simplement de les noter, bien sûr, de les avoir sous la main pour pouvoir les utiliser dans son application. On verra de quelle façon, enfin bon, c'est une constante avec la clé à l'intérieur. Vous voyez ici, par exemple, la sauvegarde des clés que j'ai demandé. Vous pouvez remarquer que ici, par exemple, My Free Subscriptions, j'ai 13 subscriptions qui sont ici, avec le nom du produit, Computer Vision Preview ou Emotion Preview. Alors vous voyez, par exemple, pour les quantités, c'est intéressant de savoir, pour Computer Vision, qui permet de décrire une scène, nous avons 5000 transactions par mois, limitées à 20 par minute. Autant dire que pour un usage à titre personnel ou pour tester ces API, c'est très largement suffisant. Pour les emotions, donc détection des émotions sur un visage, qu'on verra aussi en démonstration, on a 30 000 transactions par mois et on est aussi limité à 20 par minute. C'est quand même très largement suffisant, même pour faire une application, même dans une petite entreprise, on pourrait supposer que ça pourrait être suffisant. Tout ça, c'est un peu abstrait, où on croit qu'on sait et en fait on s'imagine pas tout ce qu'on pourrait faire avec. Alors voici un exemple du monde réel, quelque chose de vraiment pratique, et qui n'est pas une utilisation que je trouve la plus innovante possible, mais voilà, c'est une possibilité d'utilisation. Depuis le 23 septembre 2016, Uber utilise l'API Microsoft pour faire de la reconnaissance de visage. Vous savez qu'ils misent beaucoup sur la sécurité à la fois des chauffeurs et des personnes transportées, et en fait, pour obtenir une course, le chauffeur doit s'identifier. Il y avait des systèmes d'identification de mots de passe, mais à la limite, il est possible de mettre un flingue sur la tempe d'un chauffeur, de lui demander de vous donner les mots de passe, de le sortir de sa voiture et de vous faire passer pour le chauffeur pour aller éventuellement enlever ou agresser le prochain client. Donc c'était pas suffisant. Donc pour aller dans un système qui soit plus efficace, ils utilisent les Vision API de Microsoft, et grâce à ça, avant de donner la course à la personne, au chauffeur, il faut que le chauffeur s'identifie
par reconnaissance faciale. Donc l'application lui demande de prendre une photo, un selfie. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on peut lui demander de sourire, on peut lui demander de faire un visage neutre, on peut lui demander de faire un visage qui marque la surprise ou des choses de ce genre-là, de telle façon à ce qu'on puisse pas prendre la photo d'un chauffeur et la substituer devant la caméra, puisque la caméra ne verrait pas la différence entre prendre une photo d'une photo ou la photo d'un visage réel. Donc, il y a un certain nombre de subtilités, on peut doubler bien sûr ce genre de système par des mots de passe ou autre chose, mais grâce à ça, la personne va pouvoir s'identifier et elle obtient à ce moment-là le feu vert de Uber, c'est-à-dire qu'elle connaît le contenu de la course pour laquelle elle va se déplacer. C'est un bon moyen d'obtenir un niveau de sécurité supérieur, d'utiliser les Cognitive Services, et vous voyez par exemple que là, il n'y a rien de vraiment très très extraordinaire, mais ça modifie quand même beaucoup les services de l'application. Alors, d'autres idées en vrac comme ça qui me sont venues en écrivant cette conférence, parce que bien évidemment que si j'avais toutes les idées en tête de toutes les futures applications qui utilisent ça, je vais devenir très très riche, c'est comme quelqu'un qui connaîtrait les numéros du loto à l'avance. Or, prévoir l'avenir n'est pas possible. Donc, je lance quelques idées, peut-être certaines ici feront fortune, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, plus originales encore, à inventer. Par exemple, prenez une gestion d'événements, un événement sportif par exemple, qui autorise les participants à uploader durant tout l'événement des photos de la rencontre sportive. Mais bien évidemment, il ne faudrait pas que ça soit gênant. Il ne faudrait pas que des gens puissent s'en servir pour uploader n'importe quoi. Du coup, il faudrait valider les photos, mais vous imaginez un événement sportif public, etc., ça fait quand même beaucoup de photos à classer, à vérifier, et vous voulez surtout pas qu'il y ait un petit malin qui prenne une photo d'une partie intime de son corps et la balance pour faire rigoler ses copains. Vous voulez pas qu'une photo de décapitation puisse éventuellement être envoyée, donc vous voulez une classification des contenus adultes, par exemple, pour éviter que ce genre de choses arrive. Et si une photo est détectée adulte, là elle passe entre les mains d'un modérateur, mais au lieu de modérer 10 000 photos en 10 minutes, il n'y aura qu'une dizaine peut-être de photos à modérer, donc ce qui peut être fait par une seule personne. Là, c'est l'utilisation à la fois des API Vision, du contrôle des émotions, du contrôle de la classification de type adulte, etc. Tout ça, ça peut être utilisé. Voilà une application qui pourrait être créée. On pourrait avoir une application aussi qui porte sur la vie sauvage, et qui permettrait de prendre des photos durant le déplacement, les géotaggants, etc. Et puis qui automatiquement serait capable de vous mettre d'un côté les photos où il y a des animaux, uniquement, et les photos où il y a des humains. C'est tout bête, mais c'est un service, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans des applications. On peut imaginer un réseau social, par exemple, qui veut taguer automatiquement les amis d'une personne sur une photo. Alors ça se pratique déjà chez Facebook, etc. Mais si vous voulez créer votre propre réseau social, si vous voulez créer votre propre petit réseau social d'entreprise ou des choses comme ça, vous pouvez donc utiliser ces fonctions ultra puissantes qui sont déjà utilisées par certains géants de l'informatique. Mais ce que Microsoft, qui en est un géant de l'informatique, ce qu'il vous propose, c'est de bénéficier bien évidemment de cette puissance ou de la garder jalousement pour lui. Ce qui est quand même assez sympa. On peut imaginer par exemple une application qui gère un système de rencontres entre personnes et qui, à partir de la photo, va déterminer automatiquement l'âge, ce qui fait que si une jeune femme s'est inscrite et qu'elle dit qu'elle souhaite rencontrer des hommes de 45 à 55 ans, bah, évidemment, ça permet d'éliminer immédiatement toutes les personnes qui sont de sexe féminin et toutes les personnes qui, d'après leurs photos, ont un âge qui est largement inférieur à 45 ans, puisqu'on verra que ça fait partie des informations qui sont retournées. C'est tout bête, mais ça pourrait améliorer grandement des systèmes de rencontres ou de matching. Une application de vente, par exemple, qui veut offrir une option de review à tous ses utilisateurs dans toutes les langues et lisible par tous. C'est assez bête, presque tous les sites web du monde qui vendent ont aujourd'hui des systèmes avec des commentaires, des gens « Ah, c'est super, j'ai beaucoup aimé, machin, etc. » Sauf que si vous vendez à l'international, ce qui est le plus souvent le cas aujourd'hui, vous allez avoir des commentaires de clients allemands en allemand, des clients suédois en suédois, de clients français en français, de clients italiens en italien, etc., etc. Ce qui veut dire qu'un client français ou autre qui va rentrer sur le système de commentaires, à part un ou deux commentaires qui arrivent dans sa langue, tous les autres commentaires sont dans des langues qu'il ne comprend pas forcément. Du coup, ça ne sert pas à grand chose, ça diminue l'intérêt de ce système de commentaires qui est là, en général, pour rendre plus attractifs les produits, pour donner confiance, et pour permettre aux gens d'acheter encore plus et encore plus vite.
Donc pour ça, il vous faut un système qui est capable de détecter la langue dans laquelle les messages sont écrits, qui permet de les traduire dans la langue de la personne qui est en train de regarder l'application, ce que vous pouvez connaître, parce que si c'est une application smartphone, vous connaissez la langue système. Si vous êtes sur le web, le browser vous renvoie dans votre application web l'information des langues qui sont supportées par l'utilisateur, donc vous pouvez savoir dans quelle langue, et ce qui vous permet que le suédois aura vu les commentaires, tous les commentaires en suédois, et quand il va laisser son commentaire en suédois, par contre l'italien qui va se connecter 2 secondes après verra tous les commentaires en italien, dont celui du suédois qui aura été traduit en italien automatiquement parce qu'on sait qu'il est italien, parce que son smartphone l'a signalé, ou que le browser qu'il utilise signale que sa langue principale c'est l'italien. Donc vous voyez que là aussi c'est une forme d'intelligence et c'est une forme d'adaptation à l'être humain. Je parlais bien d'une touche d'humanité, une touche d'humain dans vos applications qui va changer quand même la donne. Enfin, on pourrait par exemple penser une application de galerie photo qui tag automatiquement toutes les photos, parce que vous allez voir avec les descriptions, on peut savoir dans quel décor, les couleurs dominantes, le background, le foreground, on peut connaître s'il y a des personnes, s'il n'y en a pas, s'il y a des animaux, s'il y a des choses comme ça. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses de ce genre-là. C'est très important pour moi de vous parler de tout ça, plus que de technique et de codage aujourd'hui, parce que bien évidemment, toutes ces applications nouvelles qui vont être possibles d'inventer n'existent pas aujourd'hui, et pour ça, il faut bien comprendre tout le potentiel qu'on peut utiliser dans ces nouvelles API des Cognitive Services. Je ne doute pas que vous serez capable de trouver d'autres choses encore plus innovantes et encore plus intelligentes que ce que je viens de dire. Alors il est temps de regarder à quoi tout ça peut correspondre dans le concret, parce que c'est vrai que ça peut rester un peu abstrait. Ici vous avez un exemple d'analyse d'image. On a ce belâtre qui nage dans une eau d'un bleu qui fait rêver, et on voudrait en avoir quelques informations. Pour ça, on va soumettre cette image à l'API Vision des Cognitive Services, et elle va nous répondre un certain nombre de choses, notamment, par exemple, l'âge de l'individu. Son genre, c'est un homme. Et puis, elle va nous répondre sur des critères qui sont assez intéressants, que j'ai évoqués tout à l'heure, comme par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un contenu classé adulte ou pas ? Et bien que la personne soit dénudée, etc., le contexte, il comprend qu'il s'agit d'une photo qui n'est pas classée adulte. Mieux, l'intelligence artificielle va nous dire qu'il ne s'agit pas d'un clip art, qu'il ne s'agit pas d'un line drawing, donc un dessin à main levée, qu'il ne s'agit pas d'une image en noir et blanc non plus. Mieux encore, elle va nous retourner des catégories. Et ces catégories, par exemple ici, alors souvent elles sont constituées de deux mots qui sont accolés l'un à l'autre avec un underscore. Pour l'instant c'est en anglais, je suppose que peut-être ça restera comme ça, peut-être qu'il y aura des traductions pour les autres langues, mais en tout cas ça marche comme ça pour l'instant. Rappelons que les Cognitive Services sont toujours en preview pour l'instant. Et ici, sur cette photo, l'intelligence artificielle nous répond que c'est un people swimming, donc quelqu'un qui nage, et c'est effectivement ça, avec d'autres informations sur localisation sur la photo de la figure de la personne, qui permettent de dessiner le petit carré vert que vous voyez en ce moment à l'écran, qui n'est pas retourné bien sûr par l'intelligence artificielle, mais les coordonnées du carré sont retournées, l'âge, le genre, donc etc. Et puis des informations sur la couleur, enfin les couleurs même on va dire, la couleur dominante de background, la couleur dominante de foreground, la couleur dominante tout court, la couleur d'accent, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup d'informations, et encore ce n'est pas tout ce qui est capable d'être vu sur une photo, on verra qu'il y a bien d'autres informations qui sont retournées. Par exemple, un autre cas de figure, si je puis dire, de reconnaissance de visage. Ici, nous avons une personne qui est prise presque de profil, entre un profil et un trois quarts, et on est dans le système de détection des visages connus, comme dans les cas que j'ai évoqués tout à l'heure. Non pas d'une photo de quelqu'un à brûle-pourpoint, mais de photos de visages qui ont déjà été enregistrées et reconnues au niveau de l'IA, qui a été entraînée à reconnaître ces personnes. Ici, bien évidemment, on va retrouver le face rectangle, donc le carré de détection du visage. Et puis, on va avoir des informations assez subtiles, comme les attributs. Et les attributs vont nous dire, par exemple, que l'âge est estimé à 42 ans, que le genre est de type masculin. Autre information intéressante, ce sont les attributs. Les attributs, vous avez l'âge, 42 ans, le genre, masculin, et le head pose, qui est exprimé selon un jargon qui est proche de celui, enfin proche même identique à celui qu'on utilise en aviation, qui sont les 3 rotations possibles sur les 3 axes X, Y et Z, donc le roll, le yaw et le pitch, et qui vont permettre de savoir comment la figure est positionnée dans le carré de détection. Ce qui permet de savoir si la personne regarde vers le haut, elle a le visage tourné vers le haut, si elle regarde plutôt vers le bas, vers la droite, vers la gauche, etc. On aura d'autres informations, par exemple de grouping, c'est-à-dire des informations sur d'autres photos où cette personne a déjà été reconnue et qui est connue du système. Même celle, par exemple, où il a la main devant la bouche, on sait que c'est lui.
Et puis, puisqu'on est dans un système d'identification avec reconnaissance des personnes avant, ici on sait que c'est Jasper Williams. L'OCR est un autre exemple de ce qui est possible de faire. Et c'est un OCR puissant et intelligent, lui aussi nourri par du deep learning, etc. Vous voyez la photo sur la gauche où des textes ont été rajoutés. Quand on va demander à l'OCR de nous retourner les informations, il va nous renvoyer un JSON. Et on voit par exemple dans ce JSON, qui est juste un morceau partiel de tout ce qui est renvoyé comme information, d'abord la détection de la langue qui est utilisée. Donc on sait qu'on a quelque chose qui est écrit en N, donc en anglais. On a une orientation, c'est que les textes sont écrits vers le haut, et on a plusieurs régions. Ces régions, elles ont une bounding box, donc un carré, un rectangle dans lequel elles sont limitées, et une bounding box peut avoir des lignes, des lines, qui chacune ont une bounding box, et à l'intérieur de cette bounding box, on a éventuellement des mots. Et ici, on retrouve le mot life, donc qui est un texte, le mot is, le mot like, chacun avec sa propre bounding box qui permettrait de réextraire, de pouvoir même faire de la modification de la photo, ou pouvoir remettre les mots dans un autre ordre, par exemple. On pourrait créer un jeu qui mélange les mots d'une photo juste en échangeant les bounding box. Et il est bien évidemment possible, à partir de là, sachant que c'est de l'anglais, qu'on a la première phrase, life is like, on pourrait attendre bien sûr d'avoir l'analyse entière qui suit bien évidemment derrière, pour reconstituer le texte en rajoutant des espaces, comme on sait que c'est en anglais, le fournir à l'intelligence qui, elle, se charge des traductions, pour avoir le résultat en allemand, en italien ou en français par exemple. L'analyse du langage est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je vous le présente de façon assez succincte comparativement en fait à la sophistication de ce qu'il y a derrière. Mais ici, par exemple, on va avoir une application donc, qui va être entraînée. On va entraîner l'intelligence artificielle sur des entités et des intentions, avec des phrases qu'on va pouvoir fournir pour lui permettre de faire son apprentissage. Ici, par exemple, dans une application qui gérerait une gestion de voyage, avec l'indication des vols que la personne doit prendre, etc. etc. Et la personne l'utilisateur va prononcer la phrase « News about flight delays », ce qui veut dire « Je voudrais avoir des nouvelles à propos des éventuels retards qu'il y a dans les vols ». Bien évidemment, l'application sait que ce sont les vols qui l'intéressent, ceux qui sont déjà rentrés à l'intérieur de l'application, mais elle ne sait pas quoi faire de ce morceau de texte qui vient d'être prononcé. Donc il y a un WEF qui a été enregistré, il va être transmis à l'intelligence artificielle du web service qui a été créé spécifiquement pour analyser cette situation pour cette application-là. Donc vous voyez sur la droite ce que l'intelligence artificielle a pu tirer de cette information, de ce texte, et elle a réussi à déterminer des entités et des intentions. Notamment l'entité flight delays, toujours pareil, l'association souvent de deux mots. Donc là on a une entité qui parle en fait de retard sur des vols, et c'est de type topic, donc c'est le sujet dont parle la phrase, et les intentions qui sont des intentions qu'on a créées, donc on a entraîné le système à reconnaître ces intentions, ici on en a quelques-unes, et parmi celles qui sont les plus probables, on voit à 99% que la personne recherche des nouvelles à propos du topic qui est flight delays. Donc à partir de là, l'application, elle, enregistre un wave, et elle reçoit en retour de l'intelligence artificielle quelque chose qui est caractérisé au niveau du topic et quelque chose qui est caractérisé au niveau des intentions, c'est-à-dire des mots-clés qui sont reconnus par l'application qui vont lui permettre de se connecter dans des menus, des sous-menus ou de déclencher des traitements comme par exemple aller chercher grâce à l'autre intelligence artificielle qui fait des recherches sur les news, d'aller chercher s'il y a des nouvelles sur le vol XB22 puisqu'on connaît le nom du vol puisqu'il est déjà dans l'application, etc., etc. Enfin, vous voyez que l'étendue des choses est assez large. En pratique, vous voyez sur la gauche la liste des intentions et la liste des entités qui ont été créées par le programmeur pour nourrir l'intelligence artificielle. Alors ici, il s'agit d'une autre application qui gère par exemple l'activité à vélo, une activité sportive. Et on a comme intention non, stop activity, start activity, etc. Et les entités, ce sont des types d'activités. La première phase va être de créer ces entités et ces intentions, donc c'est une liste en fait. La deuxième va être la phase d'apprentissage, donc on va soumettre des phrases avec leur correction à l'intelligence artificielle. Par exemple, I want to start my car, et est-ce que ça rentre quelque part? Cette phrase, elle doit être comprise comme étant se rapprochant à l'entité start activity et à l'entité de type car si on autorise par exemple qu'on puisse faire des activités en voiture. La troisième chose, ça va être la publication de la base sémantique. Donc à partir de là, l'intelligence artificielle va mouliner tout ça et va automatiquement créer un web service, vous fournir une URL pour vous connecter à ce web service qui sera entièrement dédié à la reconnaissance des phrases de ce domaine d'activité que vous avez saisi.
toujours dans cette analyse pratique du langage, vous voyez que par exemple en haut à gauche, on a une phrase de test, Start Tracking a Walk, donc on veut parler d'une marche, l'entité ça va être faire une marche, et bien évidemment, ce qu'on attend, c'est aussi que l'intention qui nous soit retournée, ça soit un Start Activity. Donc on va émettre sa phrase à reconnaître, on va recevoir, toujours pareil, du JSON, pour reconnaître cette phrase. Et vous voyez ce morceau de JSON à gauche, donc la query c'est Start Tracking a Walk, qui nous répète ce qui a été demandé. Les intentions qui sont détectées, on retrouve comme intention Start Activité à presque 80%. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est que bien évidemment toutes les phrases qui vont être soumises vont être traitées, analysées, et celles qui n'auront pas été reconnues vont être stockées par l'intelligence artificielle. Et on va pouvoir revenir sur l'interface des Cognitive Services pour prendre connaissance des phrases. Par exemple, ici, vous en voyez une au centre en bas, Start Driving a Pony. Bon, bien évidemment, l'application a répondu non. L'intelligence artificielle a répondu non parce qu'en fait, elle ne la reconnaît pas, cette intention, parce que l'application n'a jamais été entraînée pour dire qu'on voulait commencer à faire du poney. Donc vous avez le choix de dire, il faudra toujours répondre non, ou bien dire, ça correspond à un Start Activity sur une nouvelle activité. Après tout, notre application, elle ne gérait pas de faire du cheval, mais on peut très très bien rajouter ça. Donc vous allez rajouter, faire enrichir l'application et enrichir en même temps la reconnaissance du vocabulaire. Alors on peut s'attendre à ce qu'une application de ce genre-là, avec ce type d'entraînement, qui n'est pas vraiment un deep learning, mais qui est un learning dans le temps et à cause de la masse de données des utilisateurs, une application qui aurait 1000, 10 000, 100 000 utilisateurs, très rapidement sera capable de reconnaître à peu près n'importe quelle façon de formuler les choses, puisque même quand elle se trompe ou quand elle ne sait pas reconnaître, vous allez pouvoir lui expliquer ce qu'il faut reconnaître dans ses phrases. Bref, vous l'avez compris, les Cognitive Services, c'est quand même plutôt riche. Il y a d'abord beaucoup, pas des millions, mais en fait on voit que c'est quand même beaucoup de choses, et encore on n'a pas survolé le knowledge ou le search ou des choses comme ça. Ce sont des API qui évoluent sans cesse, déjà entre les premiers projets Oxford en preview et les Cognitive Services d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses en plus. On peut supposer qu'il y en aura de plus en plus dans les mois et les années à venir. Ça concerne la vision, le langage, sa compréhension, la reconnaissance des personnes, des émotions, faire des descriptions de scènes complètes, reconnaître des gens à partir de leur voix, donc de faire de l'identification vocale, mais aussi faire de la simple reconnaissance vocale comme de la dictée vocale, reconnaissance faciale, reconnaissance de contexte, enfin bon, ça fait énormément de choses, même si on reste concentré sur les premiers services des Cognitive Services et qu'on ne rentre pas dans Knowledge, dans Search, etc. etc. Bien évidemment que tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment en tirer parti. C'est peut-être la chose la plus importante dans cette session, c'est d'essayer de vous faire comprendre la richesse de tout ça et de vous ouvrir l'esprit sur des tas de possibilités. Bien évidemment qu'on peut rajouter toujours un petit poète-poète, une lampe qui clignote dans une application existante. On peut améliorer des applications existantes en leur rajoutant des possibilités. C'est pas interdit, c'est même très bien, mais c'est pas là-dessus que ça va se jouer dans le futur. Dans le futur, ça va se jouer sur les applications qui seront complètement nouvelles, sur des applications qui sauront utiliser toutes ces possibilités-là pour fournir des services qui n'existent vraiment pas dans des applications aujourd'hui. En inventant des applications qui vont reposer sur cette boîte à outils fantastique qui est quand même pleine d'intelligence, ce qui va vous permettre d'offrir d'abord une UX certainement encore meilleure à vos utilisateurs, mais surtout donc des fonctionnalités qui sont inédites. Et ça, c'est vraiment très très important. J'en ai donné quelques idées tout à l'heure, mais on peut en trouver certainement des milliers d'autres, et c'est ça qui compte. Et bien entendu, puisque c'était quand même un peu le sujet de cette session, tout cela est bien sûr exploitable, vous l'avez compris, avec l'Xamarin Form, donc en cross-platform, avec du C# et du XAML, mais en réalité, vous avez vu que comment sont constitués les Cognitive Services, ils peuvent être utilisés avec de simples HTTP requests, c'est du REST, donc vous pouvez l'écrire en JavaScript, en Java, vous pouvez l'écrire en n'importe quoi, sous Unix, sous Linux, sous Mac OS X, et bien évidemment en UWP sur Windows 10, mais on peut aussi le faire en Xamarin Forms. Alors, comme les Xamarin Forms c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai choisi de traiter cet exemple-là, mais vous allez voir que si j'avais dû traiter que cet exemple-là, la session aurait été bien courte, et il aurait été difficile que vous la compreniez sans ce que je viens d'exposer. Donc maintenant, on va passer à un peu d'exemples un petit peu plus réalistes pour voir ces API en action. Première chose que je vais vous faire voir, c'est l'OCR. Alors j'ai fait une application de test dont vous trouverez le source sur notre blog, donc je ne vais pas en dire non plus trop, c'est extrêmement simple. En haut vous avez un titre, un peu plus bas vous avez un bouton marqué IA Vision,
un espace qui là est blanc dans la partie supérieure qui contiendra la miniature de la photo ou du document qu'on a sélectionné, et dans la partie grise inférieure, on va avoir, sous forme d'un list view qui renvoie uniquement des listes de chaînes de caractères, les résultats bruts retournés par l'intelligence artificielle. On est dans un émulateur Android, et vous allez voir que nous avons ici dans la galerie une facture. Alors j'ai plusieurs images que j'ai mis dans l'émulateur pour pouvoir faire l'exemple, bien évidemment. Cette facture, elle a des prix, elle a des tas de choses qui sont affichées, etc. etc. À partir de maintenant, on revient sur l'application. Voilà, je clique sur le bouton, je vais les piocher dans la galerie, donc là c'est l'application qui fonctionne, je choisis la facture, la miniature s'affiche, elle est transmise, et c'est le temps qu'il faut en fait de réflexion, c'est pas tellement les IA, mais c'est le temps de réflexion, surtout de la connexion internet, pour renvoyer une image de 2 mégas à l'intelligence artificielle. Elle répond en quelques millisecondes. Ici vous voyez la liste des montants qui sont retournés, parce que j'ai fait un petit traitement supplémentaire, j'ai voulu extraire du texte uniquement que les chiffres. Par exemple, on pourrait supposer avoir quelque chose qui va retourner le montant le plus gros qu'il trouve sur une facture, donc une application qui permet de photographier une facture, qui va la classer automatiquement, et qui va automatiquement mettre son montant dans la liste des montants à payer, etc. etc. Donc c'est assez intéressant. Voici une analyse de figure et d'analyse toujours donc là dans l'émulateur Android. On demande d'aller chercher dans la galerie, on va prendre ce visage, c'est des photos que j'ai prises sur internet dont je connais même pas les droits d'exploitation, on est entre nous, c'est pas bien grave. Ce visage était intéressant parce qu'il était neutre, donc effectivement il y a très peu de mépris, très peu de dégoût, très peu de peur, 0%, 0,94% de bonheur, on peut pas dire qu'il soit très très heureux, mais par contre on est à peu près sûr que le visage est neutre à 98,95%. Alors vous voyez que cette liste d'informations, elle sera toujours la même dans la détection des émotions, c'est juste les pourcentages qui vont changer. Parce que c'est comme dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a jamais de truc à 100%, c'est très rare. Sauf par exemple dans cette photo, où ici, sans aucun doute, alors je n'analyse dans cette application d'exemple que la première face, que le premier visage qui est retourné. Là, il y en a deux, on a bien sûr l'information pour les deux visages séparément. Et on a du bonheur à 100%, parce que là, c'est difficile de se tromper. Ici, une photo un peu plus différente, où ils sont en fait joyeux, mais enfin, ils font une tête bizarre, à moitié surpris, à moitié... Donc, qu'est-ce que va en dire l'intelligence? Elle dit... De la colère peut-être, 0,71 c'est pas beaucoup, du mépris certainement pas de dégoût, peut-être un peu de peur à 1%, mais du bonheur à 36,15% je crois, et de la surprise à 61,31%. Ça c'est intéressant. Et le premier visage qui est détecté, c'est un homme de 29 ans, c'est une personne. Il détecte que dans la photo il y a des fenêtres, vous voyez ces fenêtres qui sont derrière, il faut quand même bien les voir, que ces personnes sont en train de poser, qu'elles prennent une photo, qu'il y a des femmes, des girls même, que ce sont des gens qui sont jeunes, qui se tiennent debout. C'est un groupe de gens, hein, people, donc des people, c'est un groupe, parce qu'il y a plusieurs. Il y a des enfants parce qu'on remarque qu'il y a deux jeunes filles ici qui sont quand même très très jeunes, qui pourraient être classées dans les enfants. Les gens sourient quand même, il y a une notion de sourire, de joie dans ce truc-là. Et puis les dernières informations qui sont rentrées, en général, sont relativement moins pertinentes, mais on s'en tient en général aux toutes premières qui sont retournées, qui sont quand même très très intéressantes. Si je reviens sur cette photo, vous allez voir que en termes d'analyse, non plus des émotions de la personne, mais en termes d'analyse du décor et de la photo, ici on a un homme de 36 ans, c'est un homme, une personne, on est en outdoor, donc on est à l'extérieur, c'est quand même vachement important de le noter, ils sont plutôt souriants, ils se tiennent debout, et on est dans un décor de montagne, c'est quand même très fort pour les détecter de la montagne dans ce truc-là. Bon, plus on descend, et moins c'est pertinent. On a la même application, bien évidemment, puisqu'on est en Xamarin Forms, la même application tourne sur un iPhone. Donc ici, on est dans une émulation de l'iPhone 6S, on reconnaît les petites lignes typiques des listes de l'iPhone. Pareil, je clique sur le bouton, j'ai accès à la galerie, bien évidemment, c'est du natif, donc la façon dont la galerie se présente, c'est pas la même dans les deux applications, c'est celle qui est native. Ce petit bout de chou que j'ai pris, je sais même pas moi-même si c'est un garçon ou une fille, avec nous, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de peur, il y a un peu de surprise peut-être, et de la neutralité à 97%. C'est vrai que c'est entre les deux. Alors lui il décide que c'est une fille, moi je pourrais pas le confirmer. Âge 0, effectivement, c'est un tout petit bout de chou. C'est une personne et elle a un chapeau, ce qui est très fort puisque c'est détecté aussi young. Alors après il nous dit boy parce qu'il nous a détecté que c'était une fille, mais il nous dit boy parce qu'en fait il sait pas trop. Donc plus on va vers le bas, plus je vous ai dit que moins c'était pertinent, mais c'est quand même assez fort. Si on prend une autre photo comme ce portrait,
vous allez voir que au niveau de l'analyse des informations, nous avons un certain nombre de constantes qui vont changer, notamment du mépris à presque 4,20%, de la colère à 5,35%. C'est vrai que ce visage est quand même très particulier, on ne sait pas trop... Il est neutre à 90%, mais c'est vrai que, comme dans la réalité, on parle d'intelligence artificielle, on parle de la réalité, il y a peu de chances qu'il y ait des choses à 100%. Donc on sait que c'est un visage neutre, mais peut-être teinté d'un peu de mépris, de dégoût, pas de tristesse ni de surprise. On sait que c'est un homme, qu'il a aux environs de 64 ans, donc c'est un homme, il y a une personne sur cette photo, en train de regarder. Le necktie, je pense qu'il s'est fait avoir parce qu'il pense qu'il a une cravate à cause de l'ombre qu'il y a dans son cou de personnes plus âgées. Hein, c'est une tête prise plein cadre. Il y a du bleu, effectivement, dans la photo, etc. Puis plus on descend, moins c'est pertinent. La même chose sous UWP, puisque après tout, ça marche aussi, c'est l'avantage d'Xamarin.Forms, c'est que pour le même prix, quand on fait une application iOS Android, on a une application UWP. Alors juste un mot, l'application UWP, c'est vrai que pour aller taper sur des smartphones, c'est plus vraiment ça, puisque les smartphones Microsoft n'existent plus sur le marché, en termes de part de marché, on est en dessous des 0,5% ou quelque chose comme ça. Et par contre, on sait qu'il y a un Surface Phone qui va sortir, mais il sera plutôt destiné aux entreprises, c'est un autre débat. Donc nous, ça nous intéresse en tant que développeurs, parce qu'on peut avoir à faire du développement pour l'entreprise, pour des smartphones Microsoft, mais c'est vrai que ça n'existe plus. Mais par contre, UWP, c'est aussi, puisqu'il est lui-même, Xamarin.Forms c'est cross-platform, mais UWP est cross-form factor, puisqu'il marche, la même application UWP marche à la fois sur les smartphones, marche à la fois sur les PC, etc. Et donc on va avoir une application PC, au moins gratuite, non, tant que les smartphones Surface n'existent pas, on peut dire qu'au moins on a une application gratuite pour le PC. C'est pas mal, parce que tous les PC récents qui marchent en Windows 10, etc., sont capables de faire marcher les applications UWP, et ça sera bien sûr vrai de plus en plus dans l'avenir, avec le renouvellement du parc. Donc une application UWP pour PC, ça veut dire une application qui est distribuable par le store, et ça veut dire que vous allez accroître votre présence. Ça veut dire aussi que vous pouvez proposer à quelqu'un de faire des choses sur son iPhone, mais pour les récupérer, de les voir de la même façon sur son PC, ce qui est quand même pas mal. Et puis il y a un petit avantage technique à le faire, je vais vous donner une astuce, c'est que UWP, c'est du C# et du XAML en natif. Alors qu'Android et bien sûr iOS ne comprennent pas vraiment C# et XAML, et que quand les Xamarin.Forms sont compilés, c'est transformé un peu en autre chose, notamment en natif, et le natif de ces machines-là ne comprend pas XAML. Ce qui veut dire que quand vous êtes en train de faire une mise en page un peu complexe, etc., et que vous avez un plantage, souvent sous Android et sous iOS, bah, ça plante et puis c'est tout ce que vous savez. Beaucoup d'améliorations ont été faites, notamment avec Visual Studio 2017, où il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées pour avoir un meilleur débugage des machines de type iOS et Android, mais vous aurez toujours des cas où en fait ça vous plante et vous savez pas pourquoi ça a planté. Parce que bien évidemment, ce qui plante, c'est une transformation de ce que vous avez écrit, et c'est pas le vrai XAML. Alors que quand vous exécutez l'application UWP, vous exécutez une application qui sait exécuter du XAML pour de vrai. Et bien souvent, ça m'est arrivé plein de fois, après m'être acharné pour essayer de comprendre pourquoi le truc s'arrêtait pour rien sous Android ou sous iOS, dès que j'ai compris la stratégie qui consistait à lancer la même application en UWP, pouf, on a le point d'arrêt exactement à l'endroit où ça se plante, et on sait pourquoi ça s'est planté, et on met 2 secondes pour débugger, là où au bout de 2 heures, on ne trouvait pas avant. Donc c'est une bonne raison, ne serait-ce que cette raison-là, de continuer à utiliser la possibilité de générer des applications UWP à partir de Xamarin.Forms. Donc ici, on a le même type de comportement, le même genre de présentation, la liste en dessous, le bouton, le champ qui est au milieu qui permet de faire, bah là forcément c'est la galerie de Windows, puisqu'on est sur une application UWP en mode Windows, et on va faire ici une recherche sur des images, et on va prendre cette image-là qu'on a déjà analysée tout à l'heure. Le plus long, c'est de la transmettre, bien évidemment, via Internet. La réponse, elle, est très rapide. On retrouve exactement les mêmes chiffres et c'est heureux. Donc 100% de bonheur, le mâle de 36 ans, outdoor, la montagne, le machin, etc. etc., etc. Et on retrouve là, pour nos jeunes, bien évidemment, exactement la même analyse de bonheur et de surprise, de mélange de bonheur et de surprise, avec un garçon de 29 ans, avec des filles qui posent, un groupe, etc., etc., etc. Alors, il est temps de voir un petit peu de code pour voir comment ça se passe. Nous voici sous Visual Studio avec la première, la seule page d'ailleurs de cette application de texte, hein, donc Xvision. Et là, nous sommes dans le modèle UWP, mais en fait, on s'en fiche puisque
ce code, bien évidemment, cette application, même si elle est petite, elle est bien faite, elle est en MVVM, et elle contient la page principale main page ici, et le view model qui correspond ici. Donc ce sont ces deux fichiers qu'on voit à l'écran. Pour ce qui est de la main page, on retrouve un content page tout à fait classique en Xamarin Form. On a ici, alors dans une version verbeuse, il y a une façon plus courte d'écrire ce genre de choses, mais une obligation qui est liée à Apple, puisque Apple, quand il vous retourne la taille de votre écran, ils n'ont pas compris que ça servait à rien de retourner la taille de la partie où il y a la barre d'attributs. Donc le niveau de la batterie, le machin, etc. Ça sert à rien parce que vous allez écrire par-dessus, ça va être assez moche. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sous iOS, eh bien, il faut avoir 20 pixels de réserve en haut, ce qui n'est pas le cas chez Android et chez Microsoft, qui sont un peu plus malins, et qui, bien évidemment, quand ils retournent le rectangle d'affichage de votre application, ils ne vous retournent pas ce rectangle incluant la barre d'attributs. Ils ne sont pas complètement idiots. Chez Apple, qui sont soi-disant des champions du design, c'est le genre de détail qui leur a échappé. Pour iOS, il vous faut 20 pixels en haut, mais il ne vous faut pas 20 pixels pour les autres, parce que sinon ça ferait moche. Les Xamarin Forms vous permettent, bien sûr, grâce par exemple à des choses comme On Platform, de pouvoir faire un choix en fonction de l'OS, donc ici iOS, Android. Au départ, bien sûr, c'était un système qui était fait pour iOS, Android et Windows Phone. Maintenant, c'est iOS, Android, UWP, mais comme Windows Phone n'est plus supporté, et pour des raisons de compatibilité, c'est WinPhone qui restait, alors qu'en fait, c'est UWP. Enfin bref, peu importe, c'est du XAML Microsoft. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et ici, ce que je vais attaquer, c'est le Content Page Padding. Cette propriété de la content page, donc le padding, donc les espaces qui sont autour de la page, à gauche, à droite, en bas et à gauche. Quand on sera sur de l'iOS, je veux que le padding, donc qui est de type thickness, soit du 0, 20, 0, 0, donc 20 pixels de réserve en haut. Mais pour les autres plateformes, je veux 0. Alors on aurait pu même ne rien mettre du tout. Un exemple typique de programmation Xamarin Form, en prenant en compte les spécificités de chaque OS, tout en restant dans du code commun qui est compilable et exécutable par des plateformes différentes. À l'intérieur, pas grand chose, on a une grille avec des grilles de raw definitions, là on reconnaît le XAML à peu près standard, avec des espaces, on a un label qui inscrit le titre de l'application, Xvision, on a un bouton, celui sur lequel j'ai appuyé à chaque fois, qui marque IA Vision et qui est bindé à une commande qui s'appelle IA Command. On a une image en dessous, celle où s'affiche en général la miniature, que ce soit de la facture ou des visages ou des choses comme ça que vous voyez dans l'application, qui est une image Xamarin Form avec un aspect fit et sa source est bindée à la photo source qui se trouve bien évidemment être une propriété de mon view model. Là-dessous on retrouve une list view qui est donc dans la ligne 3 de ma grid. Son item source est bindé à report avec une background color de silver, donc un gris argenté. Le data template des lignes qui sont affichées, j'utilise une text cell, donc une cellule déjà toute faite avec un text color à black et un texte qui est bindé en fait à la propriété line de report. Pas grand chose à en dire. Au niveau du view model, on retrouve des informations comme la clé qui est ici. Donc là-dessous, sous ce qui est obfusqué peut-être en ce moment à l'écran, se trouvent donc les fameuses clés qui contiennent le droit de passage en fait pour accéder aux API, ce qu'on a vu tout à l'heure en début de conférence. Cette main page, elle a un constructeur qui crée la commande IA commande et puis qui me permet de la faire basculer en fonction du mode que je veux la faire, que je veux montrer, par exemple l'OCR mode, est-ce qu'on est en OCR mode ou pas. De la même façon, elle utilise un plugin ici, des plugins médias qui sont en fait des plugins qui permettent de prendre des photos, de prendre des selfies, d'aller dans la galerie photo, puisque ça ce sont des commandes qui n'existent pas dans Xamarin puisqu'il n'y a pas de comportement commun. Donc dans les Xamarin Form, on fonctionne sous forme de plugins qu'on rajoute et qui permettent d'ajouter ces fonctions-là qui sont reconnues. Les lignes de report, on a nos listes de report line, donc qui est report. Et puis, on a la fonction qui est lancée quand la commande est tapée. On voit ici que notre IA commande, new command de analyze photo. Et analyze photo, selon si on est en OCR mode ou pas, hein, c'est assez laid, hein, c'est juste un gros if. Enfin bon, c'est vraiment un truc de test à l'arrache. De la même façon, pour prendre un selfie ou pour aller choisir dans la galerie, ici on fait un cross-média, donc c'est le nom de ce plugin, current is pic photo supported, donc si on a accès à la galerie, on va faire un pic photo à 5, mais si on voulait faire
avec un selfie, c'est ce code-là qu'on utiliserait. Enfin bon, vous aurez le code de l'application, je vais le publier sur le blog, donc on va pas y rester 3 heures non plus. Ce que je vais vous faire voir, c'est comment on détecte une émotion. J'ai obtenu ma photo, donc ici je vais obtenir un client en fait de l'Emotion Service Client en passant ma clé. Je vais obtenir un stream sur ma photo, donc shot.getStream, et je déclare mon résultat. Et comment j'accède? Je vais dire que Emotion est égal à await, puisque ce sont des interfaces de programmation asynchrones. Je prends le client que j'ai obtenu ici, Emotion client, recognize async, de quoi? Du shot stream, donc du stream que j'ai sur ma photo. Et à partir de là, je vais pouvoir aller récupérer dans Emotion, donc de 0, puisque je veux utiliser que le premier visage qui est retourné par le système, hein, ici, mais sinon il faudrait énumérer les visages. Donc Emotion de 0, le score, c'est ce qui m'intéresse, celui de la peur, celui du dégoût, le score de la colère, je veux dire, de la peur, du neutre, de la tristesse, de la surprise, etc., etc. Et là, on affiche tout ça dans la liste. Cette liste, celle qui est retournée après l'application, c'est du MVVM, donc il y a un eNotify Property Change qui est envoyé, et puis l'application se met à jour comme vous l'avez vu dans les différents exemples. Pour avoir les descriptions, c'est exactement la même chose. On utilise un getStream sur le shot de la même façon pour avoir un stream. Ce coup-ci, on fait un New Vision Service client de VisionKey. On a des features. Ces features, c'est ce qu'on veut, c'est des descriptions et des faces. L'analyse await Vision Client Analyze Image Async du shot stream et des features. Donc ça permet de paramétrer ce qu'on cherche exactement à connaître. Et puis ici, ben là j'ai juste retourné de ce résultat analysis la première faces, donc la première face, le premier visage, son genre et son âge. Il y a pas mal d'autres informations qu'on pourrait obtenir, etc., etc., etc. Si on fait marcher ça pour, vous voyez, quand même une exécution, on est sur OWP, on va rester comme ça. Je lance l'application OWP et vous voyez donc ici le IA Vision qui est ici. Je vais cliquer sur le bouton. Je peux choisir un visage. Tiens, celui-là est rigolo. Qu'est-ce qu'il va nous en dire? C'est des photos que j'ai téléchargées sur internet, je le répète, je ne sais même pas s'il y a des droits ou s'il n'y a pas de droits, hein, on s'en fiche un petit peu pour cette présentation qu'on fait entre nous. Colère 0,54, mépris 0,54, dégoût, peur 5%, effectivement il pourrait avoir peur de quelque chose cet homme-là. Bonheur, neutre 58%, surprise 33%, vous voyez, c'est assez mitigé, mais effectivement, même moi, si on devait me demander de décrire cette figure-là, j'aurais du mal à vous donner des pourcentages aussi précis sur chacun de ces trucs-là. On sait que c'est un mâle, qu'il a environ 61 ans, donc le visage est penché, a une drôle d'expression, mais il reconnaît quand même que c'est un homme, qu'il a 61 ans. Il a une necktie, ce coup-ci c'est vrai, il a une necktie, donc une cravate, il porte un costume, il est habillé, c'est du genre holder, donc effectivement c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de jeune. Il y a du noir, il y a du blanc, et vous voyez que les derniers en général, bon, c'est pas terrible comme je le disais. Si on prend une autre photo, alors ici en fait il paraît que c'était une criminelle en fait, je sais pas où est-ce que j'ai récupéré ça sur internet, mais c'était un visage assez neutre, vous voyez, neutre à 99,93%. C'est une femme de 28 ans, c'était à peu près ce qui devait être dit dans l'article. La photo est prise indoor, c'est une femme, elle se tient, etc., elle pose, bref. Et si on prend ici cette jeune fille, dont je ne connais pas le nom non plus, qui a mis sa photo sur internet, on voit qu'elle est repérée comme étant nageant en plein bonheur. Écoute, tant mieux pour elle. C'est une fille, elle a 22 ans, effectivement, elle semble pas bien vieille. C'est une photo qui est prise en extérieur, il a raison. Elle sourit, c'est vrai, elle est jeune. Il y a une table, en fait, il s'est fait avoir, c'est parce que c'est leur parapet qui est ici qui ressemble à une table. Mais ça y ressemble. Il y a des trucs dans la fin, on ne sait pas trop quoi, mais par contre, il vous repère qu'il y a de l'eau, ce qui est quand même assez fort sur des petites zones de photos, comme tout à l'heure pour la montagne. Bon, voilà, après, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes, bien évidemment. Donc, voici un exemple très concret de, à la fois, vous voyez, donc je remonte le morceau de XAML pour faire ça,
le view model qui est derrière, puisqu'en plus on a fait ça très correctement avec les view models, les éventuelles références donc au Xamarin Form, à tout ce qui est HTTP bien sûr, et ce qu'il faut préciser, c'est que pour que ça fonctionne en Android et en iOS, c'est qu'on a rajouté bien évidemment des marqueurs propres aux applications natives pour autoriser par exemple l'utilisation de la galerie sous iOS. Par exemple, vous avez le fichier info plist. Ici, ce sont les informations les plus courantes, mais si vous demandez à faire ouvrir avec, et vous allez dire que c'est du XML, dans info plist, j'ai ajouté à la main ici une clé NS Photo Library Usage Description qui me permet d'accéder, donc l'application qui va demander les droits d'accès à la galerie photo. Ça c'est du natif, bien évidemment, puisque Xamarin Form permet de faire des applications complètement natives. Donc tout ce qui est global, c'est traité dans le code portable, mais tout ce qui est très spécifique à la plateforme, puisque sous Android, ça sera d'autres types d'autorisations qu'il faut obtenir. Donc voici ce qu'on peut dire à propos du code de cette application qui reste excessivement simple et excessivement rapide à mettre en œuvre. Vous avez bien compris que c'est pour ça que je me suis un peu appesanti sur les Cognitive Services que vous ne connaissez pas et qu'il est intéressant de connaître, plus que sur la partie Xamarin Form où vous apercevez qu'il y a une grille de un label, un bouton, et que même le view model, ça consiste à obtenir un objet de type client HTTP et de faire un await sur une requête et d'analyser un morceau de JSON, ce qui est bien évidemment pas du code de très haute voltige. Pas de quoi rester des heures dessus donc. Ils ont l'air heureux, c'est normal puisqu'ils utilisent une application qui intègre les Cognitive Services. Plus sérieusement, des ressources. Bien évidemment, la principale, c'est Microsoft.com/Cognitive. Il y a plusieurs communautés, celle de Stack Overflow, celle de Social et MSDN. Vous avez aussi Cognitive User Voice qui permet en fait de discuter, de faire des remontées en fait sur comment les Cognitive Services fonctionnent. Donc d'avoir une espèce de contact avec les équipes de chez Microsoft, c'est pas mal. Et bien évidemment, toute bonne publicité commence par soi-même, hein, donc bien sûr vous avez beaucoup d'informations à la fois sur Xamarin et sur Xamarin Forms, ça c'est sûr, sur d'autres blogs dont vous avez l'adresse et que vous connaissez certainement déjà. Je vous remercie de votre attention, c'était pas une conférence facile parce qu'en fait il faut parler beaucoup plus de technique de découverte d'une technique et d'une technologie plus que de technique pure de développement Xamarin. Donc voilà, c'est indispensable malgré tout de faire voir ce que sont les Cognitive Services, parce que si j'en ai pas parlé, que j'avais fait juste une application de démo en Xamarin Forms, vous n'auriez pas compris de quoi je parlais. Et vous avez vu que l'application de démo en Xamarin Forms, elle prend pas beaucoup de lignes et qu'il n'y aurait pas eu de quoi faire une conférence avec ça. Donc, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les Xamarin Forms, voici l'adresse qu'il vous faut pour aller vous procurer ce seul et premier livre en français sur les Xamarin Forms. Et puis, si vous avez besoin de me contacter, vous flashez ce magnifique QR code et vous allez retrouver une carte de visite avec les moyens de me contacter. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à là, et puis à la prochaine, et comme je dis sur mon blog, stay tuned.